Alors, je m'appelle Thierry Paulmier, j'ai une triple formation. Je suis économiste de formation, je fais un doctorat d'économie en économie du développement. J'ai travaillé 7 ans à l'ONU comme fonctionnaire international et dans l'assistance technique aux pays en développement. J'ai aussi un doctorat de sciences politiques que j'ai fait sur les fondements émotionnels du politique, donc sur le rôle des émotions dans le gouvernement des hommes. Et puis j'ai aussi une formation de comédien. J'ai fait 2 conservateurs de théâtre, un à Genève et un à New York. Et donc j'ai été aussi comédien. Et ce que je vais vous proposer... Je sais... Bon, alors, et ça se voit, donc... Comment? C'est pas un compliment venant de... Ah, d'accord. Non, là, c'est des mauvais sens. Donc voilà, donc j'ai une triple formation, mais ce que je vais vous présenter donc résulte de mes 7 ans de recherche sur les émotions en sciences politiques, qui ont vite dérivé en fait vers la philosophie politique, enfin c'était de la philosophie politique, mais vers la psychologie politique. Donc je suis pas psychologue de formation, même si j'ai lu beaucoup en psychologie, donc je suis plutôt autodidacte en psychologie, mais j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de courants psychologiques, et notamment quand je suis tombé sur Adler, j'ai eu comme une révélation. Me rendant compte qu'en fait, Adler m'apportait quand même un soubassement psychologique, au moins dans le corpus théorique des psychologues, sur lequel je pouvais m'appuyer et qui entrait totalement en cohérence avec le travail que je faisais sur les émotions, qui était un travail phénoménologique. Donc je travaillais sur les phénomènes qui permettent d'activer les émotions. Autrement dit, la plupart des travaux de psychologie des émotions et qui essayent d'élaborer des théories des émotions se base plus exactement sur le comment des émotions, comment une émotion s'exprime, comment elle apparaît, et on arrive à donc comment s'exprime la colère, comment s'exprime la tristesse, l'envie, etc. Et essaye d'élaborer des typologies à partir donc de la manière dont s'exprime l'émotion, et s'appuie essentiellement sur les expressions faciales ou comportementales. Moi, mon intérêt, c'était pas tant d'élaborer une typologie à partir des comment, mais à partir des pourquoi. Et qu'est-ce qui active les émotions, et donc d'aller chercher ces stimulus externes, le plus souvent, même s'ils peuvent être parfois internes, d'où mon approche phénoménologique. Alors, Homo emoticus, c'est le nom du modèle que j'ai développé, et vous allez très vite comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Il est effectivement en référence à l'hypothèse de l'Homo economicus, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis économiste de formation, donc c'est une hypothèse avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, l'hypothèse de l'Homo economicus, et c'est une hypothèse qui non seulement domine la science économique, mais aussi irrigue en fait toutes les sciences sociales et domine, je dirais, tout le champ des sciences sociales. C'est que la plupart des sciences sociales, finalement, se plient à l'hypothèse de l'Homo economicus. Donc, si vous voulez, l'hypothèse de l'Homo economicus a envahi finalement tout le champ des sciences sociales, et reste donc l'hypothèse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la seule hypothèse anthropologique qui a été définie par une discipline de sciences sociales. La sociologie n'a pas vraiment d'hypothèse, la science politique non plus. Par contre, l'économie en a une, et elle est opérationnelle. Et en plus, elle permet de dire quand même quelque chose d'assez pertinent sur le comportement humain. Ça peut expliquer, donc la vacuité, le vide d'alternative explique que l'hypothèse des économistes s'est imposée, et à cela s'ajoute le fait qu'elle est mathématisable. Et dans les sciences, la mathématique est reine. Et donc, pouvoir mathématiser le comportement humain, évidemment, ça donne, je dirais, une aura de scientificité qui donne un complexe d'infériorité aux autres sciences sociales. Alors, je l'ai appelé néo-adlérien parce que vous allez voir que, pour utiliser une expression que j'aime bien des Thaïlandais qui parlent un anglais approximatif, ils disent « same but different ». Donc, vous allez retrouver, pour ceux qui sont vraiment adlériens, des choses qui vous sont familières, mais en même temps, c'est quand même assez différent. Enfin, en tout cas, c'est dans le prolongement, ça se veut dans le prolongement, et ça se veut un développement qui dépasse Adler et qui inclut d'autres apports, d'autres courants psychologiques. Alors, je commencerai par une citation de Kurt Lewin, donc un grand psychologue. « Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Effectivement, une théorie, ça nous permet de lire le réel. Donc, ça nous permet aussi d'attirer notre attention sur ce qu'il faut prendre en compte dans le réel.
Donc ça nous aide énormément à la fois à interpréter et à prendre des décisions et à poser des jugements. Donc une théorie, l'opposition pratique-théorie est un peu une vue de l'esprit. En fait, quand on a une bonne théorie, on est déjà dans la pratique. Et ça va même plus loin. Non seulement une théorie nous permet de lire le réel, mais en fait, c'est seulement la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer. C'est comme si vous mettiez des lunettes, et si ces lunettes sont avec des carreaux bleus, vous verrez le monde en bleu. Donc par exemple, si vous êtes marxiste, vous voyez le monde en termes de rapport de classe. Vous voyez des luttes de classe, et vous imaginez que il y a toujours des rapports de dominants, dominés, de possédants, possédés, et qu'il y a des phénomènes d'aliénation. Donc vous voyez le monde à travers le prisme de la grille marxiste. Si vous êtes libéral, vous ne voyez pas du tout des classes en lutte, vous voyez des individus égoïstes, dont le seul moteur est leur propre intérêt, et il faut partir de là pour construire une société. Donc si vous êtes freudien, vous voyez du sexe partout, par exemple. Donc vous avez une grille d'analyse qui vous fait mettre en relief certains aspects de la réalité et par contre en occulter d'autres. C'est le principe d'une théorie. Elle est toujours une simplification du réel, mais elle est censée justement appréhender ce qui importe et ce qui est important. Donc, on n'échappe pas justement donc à une grille d'interprétation qui nous dit ce que l'on peut observer. Alors en voici une justement, c'est l'homo economicus. Alors l'homo economicus part de l'hypothèse que les hommes sont rationnels, exclusivement rationnels. Autrement dit, enfin plus exactement, leurs décisions sont prises sous l'hypothèse de la rationalité. Et qu'est-ce que cela veut dire pour les économistes? Ça veut dire qu'ils sont motivés uniquement par leur intérêt et qu'ils font toujours un calcul de coûts et de bénéfices. Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et que c'est sur ce principe-là qu'ils se déterminent, à la fois dans la sphère économique, mais maintenant, du fait de l'invasion de l'économie dans les autres sciences sociales, même dans la vie de famille, même dans le choix d'une religion, même dans le choix d'un partenaire, l'approche économique n'est pas propre à la sphère économique, mais est un regard que l'on porte sur toute la réalité sociale. Et donc, l'objectif, c'est de maximiser sa satisfaction, maximiser sa utilité, maximiser son plaisir. Cela s'inscrit dans un courant philosophique qui s'appelle l'utilitarisme, qui a été notamment développé par Bentham, et qui est que les hommes font un calcul des plaisirs et des peines. Alors, moi j'ai travaillé beaucoup avec cette hypothèse en tant qu'économiste, elle m'était évidemment très insatisfaisante, et ce que j'ai essayé de développer, c'est une hypothèse alternative où, au lieu de mettre la rationalité, c'est plutôt l'émotion ou l'émotivité qui détermine finalement le comportement. Qu'il faut partir des émotions, et les émotions, dans sa racine, vous avez la notion de motion, la notion de mouvement, de moteur, donc c'est bien ce qui nous met en mouvement, donc ce qui nous fait nous comporter ou décider ou juger. Et j'ai identifié, alors parce que mon approche est donc phénoménologique, j'ai identifié 4 phénomènes qui activent des émotions très très fortes. Et on va les voir plus en détail, mais là je les donne déjà. Donc vous avez le danger, vous avez l'obstacle, vous avez la perfection et vous avez le don. Et ces 4 émotions sont étroitement liées, je dirais, sont consubstantielles à 4 émotions, respectivement la peur, l'envie, l'admiration et la gratitude. Pour prendre un exemple, quand il y a danger, vous avez peur, et quand vous avez peur, vous prenez conscience qu'il y a un danger. Subjectivement, j'entends, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être peur des souris, moi j'ai peur des serpents, mais quand j'ai peur, c'est que je pense qu'il y a un danger pour moi, et quand il y a un danger, j'ai peur. Et alors, de ces 4 expériences émotionnelles vont naître 4 soucis et 4 objectifs dans notre comportement, et qui sont liés chacun à une de ces émotions. Donc la peur, la sécurité, l'envie, la supériorité, l'admiration, l'excellence, la gratitude, la communion. Alors, je vous montre plus précisément. Donc là, bon, vous imaginez donc la condition humaine. Notre rapport au monde est médiatisé par 4 phénomènes. Nous avons 4 rapports au monde. Pourquoi 4? Parce que je n'en ai pas trouvé d'autres. Et si vous en trouvez un 5e, je suis prêt à le rajouter. Vous savez, en science, on a ce qui s'appelle le principe d'économie. C'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser le minimum d'hypothèses pour un maximum d'explications. Et on ajoute une hypothèse supplémentaire uniquement
quand on ne peut pas expliquer certaines choses. Alors, quels sont ces 4 phénomènes et quels sont ces 4 rapports au monde? Le premier rapport, c'est celui de la destruction. Le monde nous détruit, le monde nous fait du mal, le monde peut nous endommager. Et ça, c'est le phénomène du danger. Donc, nous avons un rapport, notre rapport est médiatisé par la destruction. Le deuxième mode, c'est la privation. Le monde n'est pas uniquement dangereux, mais aussi il nous impose énormément de contraintes, énormément de limites dont on a déjà parlé, énormément d'obstacles, qui sont des obstacles ne serait-ce que physiologiques, ceux qui sont liés à notre condition personnelle, mais aussi sociales, mais aussi environnementales, biologiques. Toutes ces limites sont des privations, ou peuvent être perçues comme des privations. Donc, deuxième rapport au monde, celui de la privation. Le troisième, c'est la contemplation. Le monde ne nous détruit pas seulement et ne nous fait pas obstacle, il se donne à contempler, il se donne à voir. Et de cela naît l'admiration, l'émerveillement. Et enfin, le monde se donne à accueillir. Non seulement le monde est beau, mais aussi le monde nous fait du bien. Il est bienfaisant, il nous donne l'air, il nous donne la lumière, il nous donne une charmante compagnie, il nous donne beaucoup d'autres choses. Donc, la destruction, la privation, la contemplation et l'accueil ou la réception sont en fait les 4 modes que représentent ces 4 phénomènes. Danger, obstacle, perfection, don. Et qui donnent lieu à ces 4 émotions, donc la peur, l'envie au sens invidia, donc le sens premier d'envie de jalousie, admiration et la gratitude. Et auquel s'ajoute à ce moment-là, et là vous voyez, c'est là qu'intervient Adler, ou que j'introduis Adler plus exactement, chacune de ces émotions fait naître certains sentiments d'infériorité. Et mon apport, c'est d'avoir distingué plusieurs types de sentiments d'infériorité, et non pas de rester uniquement au sentiment d'infériorité ou d'insécurité tel que Adler l'a défini, mais de le décomposer sur 4 modes, qui sont différents et qui renvoient justement à ces expériences phénoménologiques et à ces émotions. Donc la peur fait naître un certain type de sentiment d'infériorité qui est celui de la vulnérabilité, et qui peut aller jusqu'à l'insécurité. L'obstacle fait naître l'envie et fait naître là un sentiment dont, dans certains passages, Adler parle de diminution, mais insuffisamment à mon goût. C'est cette dynamique donc d'abaissement qui est propre à l'envie, qui est donc une infériorité dynamique en diminution. Sentiment de diminution et sentiment d'impuissance. Là, vous avez donc des dynamiques négatives par rapport au sentiment d'infériorité. Mais vous avez aussi 2 dynamiques positives par rapport au sentiment d'infériorité. C'est celle de l'admiration, qui, au lieu de faire naître un sentiment de diminution, fait naître un sentiment d'agrandissement. Quand vous admirez quelqu'un, quand vous admirez quelque chose, le monde s'agrandit. Vous découvrez de nouvelles possibilités de perfectionnement pour vous-même, de perfectionnement. Vous voyez que le monde peut être plus beau qu'il n'était. Donc vous avez ce sentiment d'admiration et d'agrandissement, et vous avez ce sentiment de perfectibilité, c'est-à-dire que vous pouvez devenir meilleur, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous perfectionner. Et ça, c'est ce qui le fait naître, vous êtes dans un état d'admiration. Enfin, par rapport à la gratitude, vous avez un autre sentiment d'infériorité qui lui aussi est positif, c'est le sentiment d'être adopté. Et le don, il y a un proverbe africain qui dit que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Quand vous recevez quelque chose, vous êtes toujours en position d'infériorité. Mais quand vous êtes dans la gratitude, vous ne le voyez pas comme une humiliation, vous ne le voyez pas, au contraire, vous le voyez comme justement une adoption, une élection. Comment c'est pour moi? Vous m'offrez. Vous êtes justement dans cette gratitude, on vous offre un bien gratuitement sans contrepartie. Et là, évidemment, fait naître à la fois sentiment d'adoption, voire d'affiliation et d'appartenance. Et donc, si vous voulez, ces 2 sentiments peuvent permettre de décrire le sentiment de communauté dont parle Adler. On peut le décomposer sous ces 2 modes. Via l'admiration, je propose 2 voies vers la formation du sentiment de communauté. La voie de l'admiration, qui est alimentée par des expériences de perfection ou de beauté, et la voie de la gratitude, qui est alimentée par des expériences de don. Et ces 2 permettent de créer un sentiment de communauté. Alors, et font naître aussi 4 soucis de soi, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à l'expérience du danger, ce n'est la question, la problématique, le souci de sa conservation. Avec l'envie, c'est un autre souci, parce que la menace ici n'est pas physique, mais elle est psychologique. Et c'est là que naît la question de notre propre valeur et de l'estime de nous-mêmes. Qu'est-ce que je vaux finalement quand je rencontre un obstacle, quand je rencontre une privation, quand je rencontre quelqu'un qui est meilleur que moi, quand je rencontre un refus? Finalement, là naît la question de mais
qu'est-ce que je vaux? Et peut-être que je ne vaux rien. Alors que dans l'admiration naît le souci de l'idéal de soi. Alors, à quoi je veux me consacrer pour engendrer la meilleure version de moi-même? En quoi je veux m'accomplir? Quelle va être ma vocation? Et c'est là que beaucoup naît justement la vocation, dans l'admiration. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'ai des figures d'admiration qui vont me diriger vers, j'ai eu un très bon professeur d'histoire, je veux devenir historien. J'ai une admiration pour Federer, je veux devenir joueur de tennis, et ainsi de suite. Et enfin, le quatrième souci, c'est celui quand on a beaucoup reçu et qu'on est vraiment dans la gratitude et qu'on se sent appartenir, c'est moi aussi j'ai envie de me donner. Et à qui et à quoi? Donc là, être homme, c'est se sentir inférieur. Donc ça, c'est la condition, je trouve que c'est la meilleure définition qu'a donné un psychologue de la condition humaine. Mais je crois qu'elle ne suffit, enfin, il ne faut pas s'arrêter là pour moi. Il faut aller justement dans le perfectionnement de ce concept, déjà en introduisant les dimensions négatives et positives, même si elles sont sous-jacentes. Mais bien souvent, dans les adlériens que j'ai pu entendre, on insiste plutôt sur la partie négative que sur la partie positive. Le sentiment de communauté est peu... Tu m'as jamais écouté. Bah, il faut que tu m'invites plus souvent, Alessandra. Donc, disons, je pense qu'il faut... alors, je vais vous expliquer après comment je vois où se situe le sentiment d'infériorité en fait dans le dispositif, je dirais, de compréhension du comportement humain. Parce que moi, je ne le mets pas en premier. Je pense qu'il y a justement quelque chose en amont, que sont les émotions et les expériences émotionnelles. Et que derrière le sentiment d'infériorité, il y a une émotion qui est l'envie. Mais je vais vous l'expliquer un peu plus avant. Alors là, j'aime bien cette description de la condition humaine par un écrivain polonais qui s'appelle Gombrowicz et qui, effectivement, à mon avis, résume tout à fait l'expérience que l'on peut faire chaque jour dans notre quotidien, de cette expérience à la fois où se mêlent des impressions d'infériorité, des impressions de supériorité. Ainsi, j'étais sage pour les uns, sot pour les autres, pour les uns important, pour les autres presque insignifiant, ordinaire pour les uns, aristocratique pour les autres, écartelé entre le supérieur et l'inférieur, familier avec ceci et avec cela, respecté et dédaigné, glorieux et méprisé, capable et incapable selon les circonstances. En fait, ça me semble résumer ce que l'on vit au quotidien. Nous rencontrons des gens qui nous sourient, qui nous disent bonjour et qui ont envie de passer du temps avec nous, et des gens qui nous ignorent, qui nous trouvent certainement insipides et indifférents. Il y a des gens qui trouvent que nous avons beaucoup de qualités, nous avons de l'humour, nous sommes une bonne compagnie, et d'autres qui fuient notre présence ou qui trouvent que nous n'avons aucun talent et aucun humour. Bref, nous vivons au quotidien des petites vexations et des petits moments de gloire. Et globalement, évidemment, nous devons faire cet équilibre. Donc, nous vivons des sentiments d'infériorité et nous vivons aussi des moments de sentiments de supériorité. Et là, ce qui est important pour moi, justement, c'est cette dynamique d'abaissement qu'a très bien décrite Shakespeare dans une pièce qui s'appelle Othello, une pièce qui est à la fois sur la jalousie et sur l'envie. Vous avez deux personnages, Othello qui est jaloux, mais vous avez Iago qui est l'envieux. Et Iago, ici, a une phrase magistrale qui me semble résumer tout à fait la dynamique de l'envie. Cassio se montre jour après jour d'une beauté qui me rend laid. À côté de quelqu'un de beau, on se sent laid. À côté de quelqu'un d'intelligent, on se sent bête. À côté de quelqu'un de grand, on se sent petit, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est un effet purement subjectif, parce que ma beauté, mon intelligence n'est pas en cause, parce que je suis à côté de quelqu'un qui a ses qualités à un plus grand degré, mais c'est une impression subjective, et cette impression subjective, c'est celle typiquement de l'envieux qui se sent diminué par un être supérieur qui est plus ou qui a plus. Et donc, vous avez ces 4 soucis de soi. Et en fait, je les étage, je les hiérarchise, parce que dans la vie émotionnelle, il me semble effectivement comment dirais-je, relever d'une certaine hiérarchie. Et là, en cela, je retrouve une intuition de Maslow qui étageait des besoins. Alors là, ce n'est pas la pyramide de Maslow, parce que c'est une autre pyramide. Là, il n'y en a pas 5, il y en a 4, et ce sont des besoins qui ont trait à la vie émotionnelle et qui a 4 soucis, et qui s'étagent effectivement dans notre être. Tant que j'ai un problème de conservation, le reste m'importe peu.
j'ai la peur, j'ai le danger, il faut d'abord que je résolve mon problème de sécurité. Et ce n'est qu'après que je peux avoir des états d'âme sur le reste, sur qu'est-ce que je vaux, ou dans quoi je veux m'accomplir, à qui je veux me donner. Idem, quand vous avez résolu le problème de conservation, si vous avez toujours un problème d'estime, vous vous sentez nul, vous vous sentez bon à rien, vous vous sentez quelconque, vous vous sentez... Évidemment, vous avez un tel problème d'estime de vous-même que vous n'êtes pas à vous poser des questions sur en quoi je veux m'accomplir et à qui et à quoi je veux me donner. Donc évidemment, ce sont deux obstacles, deux freins à votre montée vers les étages supérieurs qui, eux, sont... alors, ces deux premiers sont des étages défensifs parce que vous voyez que c'est face à deux défaites, deux échecs ou deux expériences où vous êtes contraint, un danger, un obstacle. C'est donc des réactions, la conservation et l'estime sont des réactions défensives. Et après, vous avez encore à aller, je dirais, vers une offensive, une dynamique de construction de votre être où à quoi je veux m'accomplir, en quoi je veux me réaliser et à qui et à quoi je veux me donner. Donc, je reprends, en quelque sorte, je retombe sur une structure qui pourrait faire penser un peu à Maslow, même si elle est très différente, puisque moi, je ne raisonne pas en besoins physiologiques, de sécurité. Il y a des termes qui sont similaires, mais lui ne leur donne pas une coloration émotionnelle comme moi. L'estime de soi, par exemple, il ne la relie pas à l'envie. Et l'accomplissement de soi, il ne le relie pas à l'admiration. Et donc, nous avons 4 objectifs que nous devons réaliser, celui de la sécurité, celui de la supériorité, celui de l'excellence et celui de la communion. Alors, comment les reconnaître? Alors là, je vous donne le petit truc que j'ai comment dirais-je, trouvé. C'est qu'est-ce que nous dit notre voix intérieure au moment où nous sommes dans une situation. Si elle nous dit « à moi », au sens de « au secours », il y a de grandes chances que nous soyons dans la peur, à l'aide. Si par contre elle nous dit « et moi », il y a de grandes chances que nous soyons dans l'envie. Alors, et là je mettrais une autre formule qui serait « à moi », dans le sens « je veux ça pour moi ». Donc c'est « et moi » et « à moi ». Mais là vous voyez que donc les deux expressions de ces voix intérieures, je mets le mot « moi » au cœur. C'est-à-dire que ce sont deux émotions qui nous replient sur nous-mêmes, qui nous centrent sur nous-mêmes. Quand je suis dans la peur, c'est « à moi, au secours, aidez-moi ». Et quand c'est l'envie, c'est « et moi alors, j'existe pas ». Voilà. Donc là, ça nous centre sur nous-mêmes. Alors que dans l'admiration, nous commençons à nous décentrer, nous sommes ravis pour toi. Je me réjouis pour toi de tes réussites, de tes succès. Et enfin, quand on est dans la gratitude, merci à toi. Donc vous voyez que là, ce sont deux émotions qui nous font sortir de nous-mêmes et qui nous font plutôt aller vers l'autre, puisque notre petite voix intérieure nous pousse à aller « je suis content pour toi, ravi pour toi » ou « merci à toi, merci pour ce que tu as fait pour moi ». Donc voilà, ça ce sont, si vous voulez, je dirais une manière peut-être de s'auto-analyser, de savoir est-ce que... pour savoir dans quelle émotion je suis. Alors, maintenant, je vais vous donner 4 expressions, et puis je vais vous demander de réfléchir à laquelle de laquelle vous vous sentez le plus proche. Mais enfin, je ne vais pas faire d'échange, mais je vais vous donner 4 expressions, et vous allez voir celle qui résonne le plus en vous. Alors, la première, c'est « la vie est belle ». Est-ce que quand je dis « la vie est belle », c'est une expression qui vous parle et qui vous touche et vous dit « ouais, c'est ça ». Est-ce que, quand je dis « la vie est injuste », c'est une expression qui résonne en vous de manière très vraie et très, très forte? Est-ce que quand je vous dis « la vie est grâce », ou cadeau, si vous voulez, grazie, la vie est une grâce. Grazie, si, grâce. Et enfin, la vie est dure. Donc, voilà. Donc, en fait, ces expressions peuvent... Mais en fait, bien sûr que non, parce que c'est des émotions qui nous traversent. Donc, alors peut-être qu'à un moment donné, on est plus dans l'une que dans l'autre, mais s'il y a des moments de la vie, on les dit toutes. On est dans ces états-là. Et alors, est-ce que le problème, c'est est-ce qu'on se dit tous les jours la vie est injuste? Ou est-ce que tous les jours on se dit la vie est belle? Et ça veut dire on n'est pas dans les mêmes dynamiques émotionnelles. Et donc là, il faut peut-être en sortir.
Parce que c'est qu'on est en train de se... on est dans ce que... C'était drôle, le livre que tu as montré, parce qu'il s'intitulait « Les passions tristes », et tu disais que dans cet ouvrage, il disait que ce n'était pas des raisons psychologiques, c'était des raisons liées à l'environnement, alors que le titre s'appelle « Les passions tristes », qui sont précisément le terme qu'utilise Spinoza pour qualifier les émotions telles que l'envie. L'envie est une passion triste. Et dans la définition de Spinoza des émotions, les passions tristes nous rendent impuissants, c'est-à-dire nous font perdre de l'énergie, nous font perdre de la puissance d'être. Alors que les émotions positives, les émotions joyeuses, nous font déployer notre puissance d'être. Donc, être dans une passion triste, c'est s'atrophier. Alors, maintenant, au niveau comportemental, parce qu'une fois qu'on a vu ces 4 émotions, on peut se demander comment elles agissent sur notre comportement. Et pour chacune de ces 4 émotions, vous allez voir, on peut définir 4 lignes de conduite. 4 grandes stratégies comportementales qui peuvent prendre des modalités différentes, mais qui sont très importantes pour définir le comportement à partir de cette émotion. Et qu'elles nous permettent d'ailleurs de déduire qu'on est dans cette émotion. Si vous voyez une telle stratégie comportementale, il y a des chances qu'elle soit en amont, elle ait une certaine émotion. Donc par exemple, la peur, les 2 premières réactions face à la peur, ce sont la fuite et l'agression. Et en fait, ça, c'est le modèle de Walter Cannon, donc, il a théorisé pour expliquer le comportement animalier. Donc, c'est le fight or flight. Donc, nous avons ça en commun avec les animaux, c'est que face à la peur, nous fuyons. Comment? Nous sommes, oui, alors, bon, enfin, nous sommes des animaux un peu plus perfectionnés, parce que on voit justement que nous n'avons pas que ce modèle, nous n'avons pas que ce mode de réponse face à une rencontre. Nous pouvons fuir ou agresser, mais nous avons... Comment? Alors, oui, mais le freezing, pour moi, c'est une fuite. Enfin, moi, je le mets dans les formes de fuite. C'est des paralysies, c'est des collapsus intérieurs. Enfin, en tout cas, le modèle de base de Cannon, c'est ces deux-là. Le freezing est pour moi une modalité de la fuite. Mais nous avons 2 autres modes qui sont propres aux êtres humains. Et là, j'introduis Bowlby, où nous recherchons, quand nous avons peur, nous recherchons un protecteur. Et ça, c'est si vrai que quand en général nous fuyons et que nous crions au secours, nous appelons bien à l'aide. Nous voudrions idéalement que quelqu'un vienne entre nous et le danger pour faire bouclier ou dissiper le danger. Donc, quand nous fuyons, nous combinons déjà avec une autre stratégie qui est celle de la recherche d'un protecteur, c'est au secours, aidez-moi. Donc, et ça, c'est spécifique à l'homme, d'aller chercher un protecteur. Et il y a encore une 4e stratégie qui est propre à l'homme, qui est celle de l'acquisition de puissance. Et là, on peut la relier à Adler, mais on peut la relier à Nietzsche d'abord, parce qu'il l'a pris à Nietzsche, et il nous a expliqué qu'effectivement, quand nous nous sentons faibles, nous recherchons, parce que je voulais aussi vous citer une phrase de Rousseau, parce qu'en fait, le mécanisme de compensation, Rousseau l'a déjà vu dans l'Émile, en fait. Hein. Oui. Alors donc, quatrième ligne de conduite spécifique à l'homme, c'est que nous ne vivons pas uniquement dans le présent, contrairement aux animaux. C'est-à-dire que nous ne vivons pas que par rapport à l'expérience du danger présent. À partir du moment où nous avons expérimenté un danger, nous pouvons anticiper que nous pouvons avoir un danger plus tard. Si je me suis fait agresser dans la rue, il faut peut-être que j'achète une arme, ou que je me paye un garde du corps, ou que je me paye un gilet pare-balles. Quoi qu'il en soit, il faut que je mette en place une stratégie d'acquisition de puissance pour anticiper un danger à venir qui pourrait se reproduire. Donc, je mets en place toute une stratégie. Je vais prendre des cours de combat, de self-défense, etc. Tout un tas de stratégies d'acquisition de puissance qui, là, est à visée dissuasive, est à visée défensive, parce que c'est sous le coup de la peur. Je veux pouvoir me défendre ou je veux pouvoir devenir moi-même un danger aussi menaçant que celui qui voudrait me menacer. Et donc, la volonté de puissance, là, naît de la peur et naît dans un mécanisme de compensation, comme l'a très bien vu, Adler. Et je vous cite une phrase quand même intéressante dans l'Émile, et on va voir que ça marche à la fois pour la compensation en acquisition de puissance qui procède de la peur et la compensation en acquisition de puissance qui procède de l'envie.
Rousseau dit dans l'Émile, toute méchanceté vient de faiblesse. L'enfant n'est méchant que parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. Celui qui pourrait tout ne ferait jamais de mal. Donc, vous voyez que quand on se sent fort, on n'a pas besoin de manifester sa puissance ou de vouloir compenser quoi que ce soit, puisque on n'a pas justement de position de faiblesse, de vulnérabilité, ou on n'a pas de position d'infériorité. Donc, si vous voulez, voilà, 4 stratégies, donc, 4 lignes de conduite, disons, qui prennent des modalités différentes et qui relèvent. Tout ça avec un seul objectif, toujours la sécurité. Évidemment, on les combine en général, tous les 4. On cherche un protecteur, on fuit, on agresse défensivement, et on essaie d'acquérir de la puissance destructrice, de la puissance dissuasive. Avec l'envie, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est les 4 mêmes dynamiques, mais avec des modalités différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aussi un fight-or-flight, mais qui ne procède pas des mêmes ressorts. Là, l'objectif n'est pas la sécurité, mais la supériorité. C'est que dans l'agression, c'est un mécanisme, on se sent humilié, on se sent infériorisé, et donc on veut recouvrer une position de supériorité, et l'agression, la manifestation de puissance, de pouvoir par la violence, nous permet de retrouver une position de supériorité. La fuite, par rapport à l'envie, est moins physique que psychologique, puisque le danger, c'est l'approche d'un mal. Donc là, j'ai vraiment besoin, la première type de fuite dans la peur, c'est bien la fuite physique. En revanche, face à un obstacle, quelqu'un qui est meilleur que moi, la menace, elle est psychologique. Elle est par rapport à l'estime de moi-même. Il me fait de l'ombre et je ne supporte pas sa présence. Donc évidemment, je vais plutôt essayer, je peux aboutir à le fuir physiquement, mais je vais peut-être aller dans des fuites psychologiques. Et c'est là que je mets les jeux vidéo, l'utilisation de psychotropes, les différents types d'évasion intérieure sont l'ivresse, l'ébriété, sont des fuites psychologiques que moi je range dans l'envie. En fait, si vous voulez, dans les 2 voies de compensation du complexe d'infériorité, je mets ici la voie criminelle, donc je réponds par la prédation, l'appropriation de choses que je ne peux pas avoir, par le vol ou par le meurtre ou le viol, ainsi de suite. Toutes les formes de criminalité pour moi sont des agressions offensives liées à l'envie, et les fuites. La voie pathologique est une forme de fuite de l'oubli de soi, fuite hors du réel, qui est liée à l'envie. Tout ça pour dire que pour moi, le sentiment d'infériorité n'est qu'une formulation. Je pense que pour moi, on peut remplacer à chaque fois qu'on met sentiment d'infériorité en mécanisme de compensation, je veux dire, il y a l'envie derrière. En fait, il y a un certain nombre d'auteurs qui l'avaient déjà dit avant Adler. Je n'en cite que 3, mais il y en a d'autres. Il y a à la fois des moralistes, mais aussi des psychologues au début du XXe siècle anglais. Là, vous êtes au IIe siècle. Pline reliait étroitement l'envie. Il disait que l'envie et l'infériorité, c'était synonyme. Donc, un envieux se sent inférieur. Victor Hugo, quiconque est envieux s'avoue inférieur. Et Germaine de Staël, qui a écrit un très beau traité des passions, disait « Il faudrait pour qu'il, donc là c'est l'envieux, cessa de s'agiter, qu'il crût tout ce qui existe inférieur à sa fortune, à ses talents, à son bonheur même. Chaque jour, la fortune ou la nature lui donne de nouveaux ennemis. Vainement, il en fait ses victimes. Aucun de ses succès ne le rassure. Il se sent inférieur à ce qu'il détruit. Il est jaloux de ce qu'il immole. Enfin, à ses yeux même, il est toujours humilié. » Donc vous voyez, là, Germaine de Staël met vraiment toute la psychologie de l'envieux sous le prisme d'un rapport d'infériorité et de supériorité et de sentiment d'infériorité dont il n'arrive pas à se sortir. Oui ? Oui, absolument. C'est un déficit de l'estime de soi. Alors, mais ce qui change, vous voyez, alors les 2 là, on les a vus. Maintenant, ce que n'a pas vu Bowlby, en tout cas, il n'a pas pensé qu'en fait, on pouvait décliner cette figure d'attachement sous 4 modes différents. Il n'y a pas que le protecteur, il y a aussi le magicien. Et qu'est-ce que le magicien? C'est celui qui lève les obstacles pour vous. Et un conte qui l'illustre parfaitement, c'est le Magicien d'Oz. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte américain. Vous avez 4 héros. Vous avez Dorothy au milieu, qui veut retourner dans son Kentucky natal et ne sait pas comment faire. Vous avez un lion poltron qui voudrait avoir du courage. Vous avez un homme de fer qui n'a pas de cœur. Et vous avez un homme de paille qui n'a pas de cerveau.
Et ces 4 personnages vont se mettre en chemin pour chercher le magicien d'Oz, parce qu'ils pensent que le magicien d'Oz a le pouvoir de combler tous leurs manques, et donc va pouvoir leur donner ce qu'ils n'ont pas, va pouvoir lever les obstacles. Et donc, celui qui est votre magicien, c'est celui qui peut lever les obstacles à vos désirs, à votre sentiment d'infériorité, votre faible estime de vous-même. Et donc, c'est vraiment le gourou, si vous voulez. Si tu me suis, si tu suis mes enseignements, tu vas devenir quelqu'un, tu vas rentrer dans une communauté d'élite. Vous savez, tous les phénomènes de secte où il y a des magiciens, des gourous, qui fascinent parce qu'ils donnent justement, on les croit nantis de ces pouvoirs de lever ces obstacles qui nous donnent une faible estime de nous-mêmes. Donc la différence, c'est que le protecteur enlève réellement les obstacles extérieurs, mais le magicien a cet aspect d'enlever les obstacles intérieurs. Exactement. Ou en tout cas, il séduit, c'est-à-dire qu'il fait la promesse de les retirer. Oui. C'est une promesse, justement. Et vous avez... alors, dans l'admiration, c'est évidemment les dynamiques inverses. Au lieu de vouloir fuir, on va vouloir se rapprocher. Au lieu de vouloir agresser, on va vouloir devenir amis. Au lieu de vouloir acquérir de la puissance pour détruire, ou la puissance magique, oui, parce que acquisition de puissance, il y a la 4e. Ici, la puissance magique, c'est acquérir des pouvoirs magiques. Et quels sont les pouvoirs magiques dans notre monde? Le premier, c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir magique par excellence. Là, je citerai encore Shakespeare, qui a encore bien résumé ça. Avec l'argent, un vieux devient jeune, un laid devient beau, un idiot devient intelligent, et ainsi de suite. Vous voyez bien que quelqu'un qui est subitement très riche a l'impression qu'il peut tout avoir, et qu'on va tout lui pardonner, et qu'on va tout lui reconnaître. Et donc, il peut avoir l'illusion. En plus, ce qui est intéressant pour un envieux, c'est que c'est un pouvoir anonyme, puisque ce n'est pas quelqu'un qui lui donne quelque chose. Il a l'impression de l'avoir par lui-même. Donc, l'argent, c'est le pouvoir magique. Mais ça peut être le pouvoir, ça peut être la gloire. Ce sont acquérir ces pouvoirs magiques pour acquérir une position de supériorité qui permet, toujours l'objectif, qui permet de compenser ce sentiment de diminution et ce sentiment d'infériorité. Tu mets aussi le savoir. Oui, le savoir, absolument. Le savoir aussi peut être un moyen d'acquérir une puissance de supériorité. Là, le but, ce n'est pas la supériorité, c'est l'excellence. Donc, c'est la créativité. C'est vouloir créer du beau, améliorer les choses, perfectionner le monde, le rendre meilleur, le rendre plus beau. Et la figure d'attachement qui vient avec l'admiration, c'est le maître. On a envie de se mettre à l'école de quelqu'un qu'on admire, on a envie d'être son disciple, et on a envie qu'il nous apprenne des choses. Dans la gratitude, on a aussi ces 4 dynamiques qui vont même encore plus loin, je dirais, là c'est plus la fraternité, on a vraiment envie d'être de la même famille, de quelqu'un pour qui on a de la gratitude, on a envie que ce soit un frère, qu'on a un ami qui devient très très cher parce qu'il nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup soutenu, etc. On le considère comme un frère. Et idem, quand c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu, nous a aidé à grandir, etc., c'est comme un père ou comme une mère. Ça devient comme un parent spirituel. On rentre dans une sorte de filiation spirituelle par une alimentation du don et par une gratitude qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et on a envie d'être fécond. On a envie aussi de se donner aux autres, de nous-mêmes aussi faire du bien. Alors, là, oui, oui. Oui, la communion, en fait, parce que ces 4 objectifs, là, ce qu'on a envie, c'est d'appartenir à une communauté et d'être en communion avec les gens, d'être dans une solidarité mutuelle, un secours mutuel. Oui, oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est de faire communauté, de faire famille, en fait, de faire famille. Parce que là, on est vraiment dans la métaphore, parce qu'on utilise toujours cette métaphore, je ne sais pas si vous avez certainement expérimenté, mais quand on veut dire qu'on a eu, par exemple, un chef qui nous a beaucoup aidé, on dit que ça a été comme un père ou un professeur. Quand on utilise toujours l'analogie avec la famille, et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc on se sent obligé de revenir à la métaphore familiale pour dire c'est comme un frère, c'est comme un père, et là, tout le monde comprend que c'est très très fort. Et l'empathie, tu la positionnes entre admiration et communion? Alors pour moi, l'empathie, oui, l'empathie pour moi c'est une propriété, c'est une qualité que l'on a qui permet de percevoir les émotions. Je peux percevoir tes émotions positives ou tes émotions négatives. C'est ma capacité à lire tes émotions et d'entrer de me mettre à ta place. Oui, mais la communication empathique, le partage empathique, tu le positionnes dans la gratitude ou dans l'admiration? C'est un savoir-faire. Oui, c'est un savoir-faire. L'empathie, c'est ma capacité à connaître tes émotions. Je sens que là, tu n'es pas bien, je sens que tu es triste, je sens que tu es en colère. C'est ma capacité à entrer en résonance émotionnelle avec toi pour savoir
où tu en es émotionnellement, de me mettre à ta place en quelque sorte. Pour moi, c'est ça l'empathie. C'est une capacité à me mettre à ta place et à ressentir ce que tu ressens. Ce partage, tu ne le positionnes pas comme mon cinquième. Ah non, mais pour moi, l'empathie, c'est une qualité, c'est pas une émotion particulière. Parce que je peux ressentir ta peur, je peux ressentir ton envie, je peux ressentir ton admiration, je peux ressentir ta gratitude. C'est le ressenti, justement, c'est cette habilité. La motivation et l'émotion qui t'amène à considérer cette situation, ces relations comme porteur de quelque chose d'important n'existait pas dans ton système. Non, mais pour moi, l'empathie, c'est pas une émotion. C'est... Non, la satisfaction, le partage, le fait d'avoir simplement cette communion, c'est le résultat pour toi de la gratitude. Non, là, pour moi, le résultat de la gratitude, c'est qu'on est dans une relation de don mutuel. Ce qui fait fondation, c'est phénoménologiquement qu'on est dans le don. Il y a communion que si... Ah oui, c'est que du don. Tu vois, là, on est... Non, mais c'est le don bionivoque. C'est don mutuel. Alors d'abord, c'est reçu, parce que le don, c'est je dirais, une transaction unilatérale. C'est un bien donné gratuitement sans compensation. Donc tu as reçu un don, j'ai rien reçu moi. Toi, du coup, comme tu vois que je ne t'ai rien demandé, tu es dans la gratitude. Mais du coup, ça va te mettre dans une dynamique que toi, tu vas vouloir donner à ton tour. Mais, donc la dynamique de l'empathie, tu la positionnes dans la gratitude comme don mutuel. Mais encore une fois, pour moi, la dynamique de l'empathie, elle est dans toutes les émotions, dans toute la gamme des émotions. C'est que l'empathie, pour moi, c'est une qualité que nous avons, que nous développons, une capacité. Il y a des gens qui sont plus ou moins empathiques et donc qui sont plus amenés à comprendre les émotions des autres ou à les ressentir. Et en cela, je pense que justement, les femmes sont plus douées. C'est-à-dire vous ressentez plus la vie émotionnelle des gens. Nous, on a un peu plus de mal, on a besoin d'être beaucoup plus attentifs pour percevoir les émotions. Mais donc, vous êtes plus empathique. En cela, c'est-à-dire que vous êtes plus en mesure de vous connecter à l'émotion de l'autre. Pour moi, l'empathie n'est pas et donc une compétence générique qui s'applique à toute la vie émotionnelle. Alors, donc vous voyez qu'en fait, par ces deux dynamiques de l'admiration et de la gratitude, en fait, on peut réintroduire deux courants psychologiques, celui de Frankl, la logothérapie, le besoin de sens dans sa vie, et le besoin de sens, Frankl, dans ses thérapies, fait accoucher les objets de sens. Et ce que j'aime bien, c'est cette question qu'il pose à certains de ses patients, quand il a des déprimés, il leur demande pourquoi vous ne vous suicidez pas. Et là, ils disent, ah ben non, mais moi j'ai ma fille, ah ben non, mais j'ai une œuvre à écrire, enfin voilà. Donc, il les fait accoucher, ce qu'il appelle les objets de sens, et que moi, me semble pouvoir se décliner sous deux modes, les perfections et les dons qui sont dans leur vie. J'ai une fille, j'ai une œuvre artistique à écrire, ce sont soit des beautés, soit des dons qui sont dans ma vie et qui me donnent du sens à ma vie. Je pense que ce qui donne le sens essentiellement à la vie, qui fait trouver sa vocation, c'est ces objets d'admiration. Ça peut être la littérature, ça peut être la psychologie, ça peut être tout ce que vous voulez, la pâtisserie. Ce sont des objets qui vous émerveillent et qui vous passionnent et vers lesquels vous êtes attirés et qui donnent du sens à votre vie et dans lesquels vous voulez consacrer toute votre énergie. Et voilà. Donc, le besoin de sens... Frankl ne parle pas d'admiration et de gratitude en tant que tel, mais je pense que c'est sous-jacent à la logothérapie et par le questionnement qu'il introduit, je pense que ce qu'il essaye de stimuler, c'est ces deux choses-là. Et enfin, la psychologie positive, qui aussi a voulu mettre en avant le bien-être, le bonheur, donc qui sont les voies, et dans ce courant-là, il y a beaucoup, comme Robert Emerson, qui a beaucoup écrit sur la psychologie de la gratitude, donc qui insiste énormément sur la gratitude comme thérapie. Et je pense en fait qu'il faut évidemment, tenir les quatre ensemble. C'est-à-dire que je dirais que si on prend que la logothérapie et la psychologie positive, on est un peu dans le monde des bisounours et ça peut ne pas fonctionner face à des gens qui sont énormément névrotiques par rapport à la peur ou névrotiques par rapport à l'envie. Il faut d'abord traiter ça. Et inversement, si on est uniquement dans un dispositif qui ne voit que la partie sombre de la psyché humaine, mais qui ne mobilise pas toute la partie lumineuse, qui est celle de l'admiration et de la gratitude, on peut faire du surplace. Parce qu'on peut, je pense, soigner soit directement le mal en allant vers l'objet névrotique, que ce soit un danger ou un obstacle, ou on peut aussi passer par la bande, c'est-à-dire mettre de côté ça et
propulser vers la beauté et vers le don de soi et vers la gratitude. Et il y aura un effet de guérison, il y aura un effet certainement thérapeutique sur les objets, les objets qui sont pour moi des dangers ou des obstacles. Donc, voilà le modèle. Donc vous avez 4 phénomènes qui activent 4 émotions, qui donnent lieu à 4 sentiments d'infériorité, qui donnent lieu à 4 soucis de soi, qui donnent lieu à 4 grandes lignes de conductrices du comportement et qui ont pour but à chaque fois d'atteindre des objectifs différents, mais qui se mêlent en fait. On a tout ça en nous. On a un idéal de sécurité, on a un idéal de supériorité, on a un idéal d'excellence et on a un idéal de communion. Et le poids respectif correspond à quelles sont les émotions qui nous dominent le plus. Dans quel état émotionnel sommes-nous? Alors, vous me dites, mais alors, vous me direz, où sont les autres émotions? Parce qu'il y a quand même la joie, la tristesse, la colère, etc. Alors, en fait, dans mon approche, elles ne sont pas premières. Elles sont secondes. Je reprends une distinction de métaphysique, cause première, cause seconde. Quelle est la différence? La cause première, c'est une cause qui est sa propre cause. Une cause seconde, c'est une cause qui n'est pas sa propre cause. Autrement dit, pour moi, il y a des émotions qui dérivent d'autres émotions. Il y a des émotions qui créent d'autres émotions, mais qui ne sont pas premières. Je ne suis pas joyeux par joie, ou je ne suis pas en colère par colère. Je ne suis pas triste par tristesse. Je suis par contre joyeux parce que j'ai rencontré un don ou une perfection. Autrement dit, ce qui va médiatiser ma joie, c'est une expérience d'admiration ou une expérience de gratitude. Idem, la tristesse, je ne suis pas triste par tristesse. Si je rencontre un danger ou je rencontre un obstacle, il y a de grandes chances que je sois triste. Et d'ailleurs, Spinoza parle de passion triste, et la première définition donnée par les Grecs et celle d'Aristote pour l'envie, c'est une tristesse du bien d'autrui. Donc c'est bien un état de tristesse. Donc, si vous voulez, dans mon approche, la colère, la tristesse, le dégoût, la honte peuvent naître de la peur. La tristesse, la colère, le dégoût, la honte, le mépris, la culpabilité peuvent naître de l'envie. L'admiration, la joie peut naître de l'admiration, et l'admiration peut faire naître la gratitude, et la gratitude peut faire naître l'admiration, d'ailleurs. Donc les deux sont vraiment, je dirais, homogènes, enfin, peuvent totalement s'engendrer. Et oui, donc vous voyez, c'est-à-dire que ça veut dire que, et moi je travaille en entreprise, si je vois quelqu'un de triste, ou si je vois quelqu'un en colère, ou très souvent en colère, si je soigne la tristesse ou la colère, je passe peut-être à côté parce que ce n'est qu'un symptôme. Il y a quelque chose de plus profond qui est en fait une envie ou une peur. Donc, si on s'arrête purement à l'observation impressionniste ou clinique du comportement de quelqu'un, on veut dire, tiens, c'est quelqu'un qui est triste. S'il est triste, est-ce qu'il n'y a rien, il n'y a pas une envie ou il n'y a pas une peur? Donc, ça permet d'aller au-delà des apparences, parce que dans les modèles d'intelligence émotionnelle qui circulent, c'est bien souvent, on soigne l'émotion qui émerge. Mais l'émotion qui émerge n'est qu'un symptôme, elle n'est pas forcément, elle ne contient pas forcément la source du mal. Oui, alors l'art-thérapie joue beaucoup sur la beauté, joue beaucoup effectivement, on pourrait introduire... Oui, et d'un chemin détonné, absolument. Effectivement, il faut ruser avec les patients. Alors, vous allez me dire, mais les émotions, quand même, c'est quelque chose de très bref. Alors, pourquoi les émotions, c'est aussi important que ça dans notre comportement? Alors, vous voyez, par exemple, la définition de Kant de l'émotion. Alors, vous voyez, là, c'est un barrage qui est en train d'éclater en Californie. Bon. Donc, je l'ai mis pour illustrer la définition que donne Kant de l'émotion. L'émotion agit comme une eau qui rompt la digue. Donc, effectivement, l'émotion, quand elle surgit, c'est comme une digue qui rompt. Parce qu'on n'est plus en contrôle. Ou, autre métaphore, c'est éruptif. Une seconde avant d'avoir une émotion, on ne sait pas. On ne sait pas qu'on va être en colère dans une seconde, on ne sait pas qu'on va avoir peur dans une seconde, on ne sait pas qu'on va être joyeux dans une seconde. Donc c'est éruptif. Ou c'est comme une vague qui nous submerge. On est agi par l'émotion. L'émotion, on ne la contrôle pas, elle vient. Donc le premier temps, il est subi. C'est après qu'on peut essayer de faire quelque chose. Mais subitement, l'émotion est là. Alors, pourquoi l'émotion est aussi importante? En fait, parce que ce n'est qu'un seul temps de la vie affective. Alors, l'émotion aussi, alors vous voyez, Kant, c'est une ivresse passagère. Une autre définition de Kant sur l'émotion, effectivement, c'est un état d'ébriété. On n'est plus totalement rationnel, on n'est plus totalement nous-mêmes, on est hors contrôle. Donc, on peut avoir l'impression d'une ivresse.
Le réel n'est plus exactement réel. Et c'est ça aussi, Sartre, dans son traité sur les émotions, a bien vu ce côté magique finalement de l'émotion qui nous met dans un état qui n'est plus totalement l'état normal. On est un peu au-dessus de nous-mêmes. Tu fais une sorte de différence entre l'état émotionnel constant des croisières et les éruptions de certaines émotions. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est cette distinction que fait Kant, c'est qu'il faut distinguer en fait deux moments dans la vie affective. Il y a le temps de l'émotion et le temps de la passion. Et comment il les distingue? Donc le temps de l'émotion, c'est ce temps où la digue se rompt, c'est cette ivresse passagère. Mais il y a le temps de la passion, et la passion agit à la façon d'une rivière qui creuse toujours plus profondément son lit. C'est-à-dire, une fois qu'on a eu un état émotionnel, il y a une persistance de cet état, et c'est ça l'état de la passion. Et Kant dit aussi que c'est un empoisonnement de l'âme, parce qu'évidemment, pendant très très longtemps, les passions étaient considérées comme négatives. Pathos, c'est quelque chose que l'on subit et quelque chose de négatif. C'est donc un empoisonnement de l'âme, et là j'ai pris l'exemple de l'envie, qui est montré de manière allégorique par Giotto. Vous voyez, il y a un feu qui crépite en permanence. C'est une souffrance, c'est une morsure intérieure, c'est une souffrance intérieure quand on est dans l'envie, et c'est de la passion de l'envie, c'est qu'on est en permanence en train d'être rongé par notre envie. C'est un état donc d'empoisonnement interne. Cette distinction a été reprise par Théodule Ribot. Théodule Ribot est le père de la psychologie en France. Et c'est un auteur qui a énormément écrit sur les passions. Et lui aussi reprenait cette distinction et disait que c'était à cause des anglo-saxons qu'on avait confondu les deux termes, émotion et passion. Il a fait un travail historiographique pour expliquer comment on en était venu à ne parler que d'émotions. En fait, c'est essentiellement sous l'influence d'un traité sur des émotions écrit par Darwin et l'influence de la psychologie anglo-saxonne. On a commencé, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, à ne plus parler que d'émotions et plus de passion. Mais avant, on parlait de passion et surtout on distinguait passion et émotion. Et finalement, dans la littérature, Ribot déplore que finalement, maintenant, il y a une grande confusion parce qu'on croit que c'est la même chose. Or, en fait, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, là, il reprend la distinction kantienne. L'émotion, un choc brusque, souvent violent, intense, avec augmentation ou arrêt des mouvements. Et la passion, qui est donc, et là, il utilise une expression qui est très intéressante pour se faire vraiment garder l'idée en mémoire, c'est une émotion devenue fixe. C'est une émotion fixe, en fait, la passion. Donc, l'émotion est une ébauche de la passion, et la passion est une émotion qui devient fixe. Et elle s'est métamorphosée, et c'est là que c'est très intéressant, elle s'est métamorphosée comment? Parce qu'il y a une idée qui est venue se greffer sur cet état émotionnel. Voilà, j'aime beaucoup les États-Unis, et vous me dites que demain, vous partez aux États-Unis. Donc, super, je suis content pour toi. Donc, première réaction émotionnelle, une petite tristesse intérieure. Ah, et moi, tiens, lui, il part, d'accord, ok. Donc là, c'est l'émotion de l'envie qui vous prend. Et puis bon, là, justement, après, la raison va venir vous dire, non, mais il le mérite, c'est très bien pour lui, je suis content pour lui, et ça. Donc, voilà, vous dissipez l'état émotionnel. Ou alors, vous dites, oui, mais quand même, cette personne, c'est quand même, c'est toujours elle qui a beaucoup de chance quand même, hein. Et puis c'est toujours un peu, toujours elle qui en profite, et c'est pas juste, etc. Et vous commencez à greffer une idée fixe qui peut devenir plus ou moins obsessionnelle sur cet état émotionnel, qui va le faire perdurer ou voire le faire grandir. Et ça, c'est ça. Vous allez développer ce que Théodule Ribot appelle un raisonnement passionnel. Donc, pour résumer, émotion et passion, donc vous en avez un état où c'est spontané, irréfléchi, incontrôlé et fugace. Et après, vous avez l'état de la passion qui est réfléchi, durable et obsessionnel. Donc, l'un est un phénomène fugitif, l'autre est un état stable. L'un est bref et intense, l'autre est durable et stable. Et donc, l'un, c'est une réaction physique qui est préétablie, c'est une réaction naturelle, c'est le corps qui réagit, donc vous allez vous mettre à blanchir, vous allez mettre à avoir des palpitations, etc. Donc c'est une réaction préprogrammée par la nature, vous n'y pouvez rien. Et puis après, la passion, il va y avoir la pensée, il va y avoir une idée qui vient se greffer sur cette substrat émotionnel pour lui donner un certain sens. Donc l'un est primaire, brut et inné, et l'autre est complexe et acquis. Donc, l'un est l'ébauche de l'autre, l'autre est l'autre devenu fixe. Donc, c'est deux temps, deux moments de la vie émotionnelle. L'un ne résonne pas, l'émotion ne résonne pas. Par contre, la passion résonne. Elle résonne de manière déraisonnable, mais elle résonne quand même. Elle résonne de manière passionnelle, comme le dit Théodule Ribot. Et donc, l'une ne vit que dans le présent, l'émotion, c'est purement dans le présent. Par contre, la passion, elle, vit dans le présent, mais elle peut vivre dans le passé et dans le futur. Donc, vous pouvez, quand vous êtes dans la passion, vous remémorer une tristesse, et faire revenir, voilà, ah oui, mais c'est vrai que ce jour-là, etc. Donc vous pouvez, la passion se nourrit du passé
Et il va se nourrir de l'avenir. Mais il va m'arriver la même chose, ou il va arriver... Donc la passion, puisque la raison est engagée, et peut jouer avec les différents temps. Alors maintenant, je vais vous montrer comment ça s'applique. Ça donne une théorie du travail. Alors maintenant, on va faire un petit voyage dans les sciences sociales, et je vais vous montrer comment ce modèle peut s'appliquer pour expliquer la vie de l'entreprise, l'économie, la politique, les relations internationales. Alors d'abord, c'est une théorie du travail. On peut distinguer 4 motivations au travail. Soit vous travaillez pour éviter un danger, soit vous travaillez pour lever un obstacle, soit vous travaillez pour produire une perfection, soit vous travaillez pour faire un don. Et en fait, dit autrement, si vous travaillez pour survivre, si vous n'avez pas le choix, soit c'est pour faire de l'argent, soit c'est pour créer de la beauté, soit c'est pour servir les autres. Et en fait, ça correspond à 4 figures que vous connaissez tous. Bon là, c'est une autre manière de... Je vais avancer un petit peu. C'est soit vous travaillez en mode esclave, si vous travaillez sous le coup de la peur, et vous seulement pour éviter un danger et pour assurer votre survie, et soit vous êtes un mercenaire, vous travaillez pour lever des obstacles, mais là vous avez, donc c'est la récompense qui vous intéresse, ici c'est la contrainte, donc là vous avez des motivations extrinsèques au travail. Le travail vous en fichez. Ici c'est parce que vous êtes sous contrainte et sous menace. Ici c'est parce que vous avez une récompense et que vous voulez lever des obstacles. Et puis vous avez 2 autres état d'esprit au travail, parce qu'évidemment ces 4 états d'esprit on les traverse tous, hein, selon les moments. Soit vous êtes un artisan, vous voulez créer de la beauté, soit vous êtes un volontaire, vous voulez servir les autres, vous voulez faire don de vous-même. Donc voilà, donc vous avez l'esclave, le mercenaire, l'artisan, le volontaire. Et évidemment ce n'est pas propre à un métier. Je pourrais vous donner des exemples, mais alors de ces 4 états d'esprit, j'ai une amie qui est agent de son frère qui est un artiste peintre. Et elle me dit, oui, c'est rageant, il a fait une série de tableaux que j'ai très bien vendus, et je lui ai demandé de refaire la même, et il n'a pas voulu. Et elle a dit, bah non, j'ai fini avec cette série de tableaux, je ne vais pas en faire d'autres. Donc elle raisonnait en mode mercenaire, bah, on en a vendu, refaisant, on va pouvoir en vendre un peu plus. Et lui, il est artiste, il fait, bah non, j'ai terminé. Et puis une autre fois, elle est revenue vers lui, elle a dit, j'ai trouvé un client, mais il voudrait ton tableau en violet. Et il a dit, mais je ne le fais pas en violet. Et donc on avait justement discuté sur ces 4 figures. Je dis, ben oui, mais parce que toi, tu veux le mettre en mode mercenaire, mais lui, il est artiste pur. Il y aurait des artistes qui pourraient se mettre en mode mercenaire, se dire, bah oui, je vais le faire en violet, parce qu'on a trouvé un client. Mais lui, il dit, non, moi, je ne fais pas en violet. Sauf si vous le mettez sur le côté volontaire. C'est-à-dire que l'artisan peut, dans un dialogue vrai avec son client, trouver qu'il y a motivation pour... Alors, mais il faudrait qu'ils soient dans une logique 2, donc il a l'impression que c'est vrai, bon, je le fais pour toi, Alessandra, parce que je t'aime beaucoup, je vais te le faire en violet. Là, effectivement, il pourrait se mettre en mode volontaire, mais à ce moment-là, il te l'offrirait. C'est possible. Ouais. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des états d'esprit qui sont pas... Il y a des métiers où on est beaucoup plus... Je veux dire, si on travaille dans un service commercial, on est beaucoup plus, évidemment, sur un mode mercenaire, parce qu'on est là pour gagner des bonus, etc. Mais on peut être un artiste et finalement travailler en mode mercenaire, c'est-à-dire n'être motivé que par l'argent et ne plus être motivé par créer la beauté. On n'est plus artiste. On n'est plus artiste, mais il y a des artistes qui font quand même des œuvres voilà, qui sont en mode mercenaire. Mais évidemment, c'est l'industrie. Donc, vous voyez, c'est ces 4 états d'esprit, et on les a tous. Hein. Moi, il m'est arrivé de travailler en mode mercenaire, je reconnais, travailler dans les 4 modes. Donc, je pense qu'en partant du côté, même en restant sur le commercial, ouais. Qu'on peut être dans la dimension du volontaire, Oui. pour mettre à son service ton art. C'est une chose que, je ne sais pas, moi je l'ai expérimenté avec les couturières. Mm-hmm. Ah mais oui, mais tu peux les mettre, des couturières, mais les couturières, elles sont là. Elles sont des artisans. Qui se mettent à ton service. Qui se mettent à ton service, absolument, mais c'est pour ça que ces 2 dimensions-là sont... En fait, moi, ce que je préconise au travail, c'est de remettre les gens en mode artisan et en mode volontaire. C'est-à-dire de trouver de la beauté au travail, de restaurer la beauté au travail et de restaurer du don. Alors ça peut être difficile si les modes d'organisation de la production sont inhumains. Et travailler à la chaîne, tu ne peux pas trouver de la beauté. Moi, j'ai visité dans le monde entier des usines où j'ai vu des femmes, parce que c'est souvent des femmes, travailler à la chaîne. C'est monstrueux. Qu'est-ce que tu veux leur trouver comme motivation autre que l'argent quand ils sont asservis à regarder des plats toute la journée, voir s'il y a des défauts. Donc, si toute la journée, vous avez un tapis, vous regardez si le plat a un défaut, bon, vous êtes réduit à une machine. Donc là, évidemment, il y a des modes d'organisation qui empêchent l'émergence ou le retour à ces états d'esprit. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi changer l'organisation du travail. Parce que, après, donc, du coup, ça donne comment dirais-je,
des lignes de recherche sur qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas motivés au travail. Est-ce que c'est qu'ils ont un problème, ils se sentent pas en sécurité? Est-ce qu'ils se sentent inférieurs? Est-ce que ça manque de beauté? Est-ce que ça manque de dons? Donc, c'est 4 pistes pour que les gens ne soient pas motivés au travail. Alors, ça peut être lié à eux, mais ça peut être lié aussi à l'organisation du travail. Ça peut être, et il y a des organisations qui ne permettent pas de développer certaines de ces dimensions. Comme par exemple des usines, je sais pas, d'Amazon, vous n'avez pas le droit de parler vous êtes dans un grand hangar, vous avez le droit de vous balader pour aller chercher des colis ou des livres, mais vous avez interdiction de parler avec personne, donc vous n'avez pas d'échange avec les gens, et vous avez des écouteurs qui vous disent où il faut aller chercher, vous êtes réduit à une machine, c'est sûr qu'il y a vous avez interdiction de lire, évidemment, vous n'allez pas lire les livres qu'on vous demande d'aller chercher, évidemment, il n'y a aucune beauté et aucun don. Donc là, il ne peut pas y avoir motivation au travail. Et vous voyez que dans chacun de ces modes, votre récompense au travail, elle est différente. Chez l'esclave, c'est la survie. Chez le mercenaire, c'est la rémunération. Et chez l'artisan, c'est le travail accompli. Quelqu'un qui est artisan, c'est quelqu'un qui, à la fin d'une journée, il est content parce qu'il a fait du bon travail. Je suis pâtissier, j'ai fait des bons gâteaux. Je suis conférencier, j'ai fait une belle conférence. Je suis content. Et ma récompense, elle est déjà là, dans le travail accompli. Et le volontaire, c'est en plus, c'est le fruit du travail qui l'intéresse. C'est que j'ai fait un café, j'ai fait un bon café, mais surtout j'ai vu que ça vous a fait du bien et que vous m'avez dit merci et ça vous a fait plaisir et je vous ai rendu un service. Et c'est ce merci-là qui me gratifie au travail. Alors, dans l'esprit d'équipe, ça se retrouve dans des dynamiques. Parce qu'évidemment, une dynamique de peur, c'est des rapports de domination. Et on est je prends l'allégorie de la meute de loups. C'est des rapports dominant-dominé, des rapports de force, des rapports de peur. Évidemment, c'est que si on est sous le coup de la peur. Quand on est uniquement sous le coup de l'envie, c'est des idéotypes, hein. Évidemment, ils se mélangent dans une équipe. Mais c'est le panier de crabes. Là, on n'a pas peur les uns des autres, par contre, on est les obstacles les uns pour les autres. Parce que moi, je veux monter et il faut que je prenne la place de l'autre. Donc on se tire dans les jambes, on est divisé, c'est des rapports de rivalité essentiellement. Quand on est dans l'admiration, c'est des rapports d'émulation. C'est génial ce que tu as fait, wow, ça m'inspire, etc. Donc là, c'est comme si on était dans une ruche d'abeilles. Chacun s'affaire à ce qu'il sait faire et ne pense pas à prendre la place de l'autre. C'est ce que j'appelle effectivement la ruche d'abeilles. Et il y a une 4e dimension, c'est qu'en plus, on est solidaire au travail. C'est-à-dire que non seulement on fait bien son travail, mais en plus, on est dans le secours mutuel. Je fais bien mon travail, à 5 heures, je vois que tu n'as pas fini ton travail, est-ce que tu as besoin de mon aide? Ah, je ne suis pas payé pour le faire. Le mercenaire dirait, je ne suis pas payé pour t'aider, moi j'ai fait mon travail, hein, je m'en vais. Celui qui se met en mode volontaire, il fait, bah attends, je vais rester un peu plus longtemps et je vais t'aider à finir. Et là, évidemment, vous dites, ah, bah, il n'est pas censé le faire. Et donc, vous aurez de la gratitude pour votre collègue s'il reste un peu plus longtemps pour vous aider à finir. Il vous a aidé, il vous a soutenu. Et évidemment, quand on a des rapports comme ça, on se sent solidaire et c'est là que commence à naître l'esprit de famille dans un groupe. Voilà, donc voilà, vous avez des rapports. Donc là, c'est des rapports très hiérarchiques, chacun est à sa place, hein, mais bon, c'est des rapports de peur. Là, c'est l'anarchie, hein, chacun se tire les jambes. Là, il y a l'harmonie, mais évidemment, idéalement, on voudrait quand même que ça soit comme dans une famille quand on travaille. Ce qui nous motive à aller au travail aussi, c'est d'aller passer du temps avec des gens qu'on aime bien et qui nous aiment bien, et on se soutient, et on est à la fois dans une dynamique d'admiration et de gratitude. Voilà, donc vous avez ces quatre profils. Il est quelle heure là? Oui, c'est 5h25. On termine à quelle heure? Ah, alors j'ai vraiment... qu'est-ce que je peux... Donc, j'ai parlé d'économie, je vais vous parler... je vais vous parler un peu de politique, alors. Donc... Donc tout ça c'est le travail. J'avais mis beaucoup de choses en fait. Je pensais pas que... en plus j'ai été un peu plus long que prévu. Alors voilà. En politique, en fait, on peut aussi réviser un peu toute la philosophie politique à travers ce modèle. Ça c'est aussi pour avoir un échange avec la salle. Ouais. Pour te permettre aussi à toi de recevoir... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et après, de toute façon, en fonction des questions, peut-être je pourrais revenir sur certains points et développer quelques éléments. En fait, c'est aussi les émotions. Aristote dit qu'effectivement, une communauté humaine se forme en vue d'un certain bien. Autrement dit, les hommes se mettent ensemble en vue d'un certain bien. Mais il n'a pas précisé lequel, mais c'est un certain bien.
avec mon modèle, on peut essayer justement d'aller décrire quel est ce bien. Donc il y a cette conception d'Aristote, la communauté est toujours motivée par une finalité qui est un certain bien. Et vous avez la vision de Spinoza qui dit que nous faisons communauté par une affection commune. Ce qui nous unit, c'est de réaliser une communauté émotionnelle. C'est que nous vivons une émotion en commun. Et donc, vous voyez que là, origine d'une société, ça peut être un danger commun ou une peur commune. Et ça, c'est le modèle de Hobbes, du Léviathan. Ça peut être un obstacle commun ou une envie commune. Ça peut être une perfection commune ou une admiration commune, ou un don commun ou une gratitude commune. Donc si vous voulez faire une unité, faire la société, je reviens sur des images pour vous montrer... oui, j'avais mis trop... Voilà. Donc vous voyez, là par exemple, ce qui ferait l'unité du genre humain, ce serait une invasion extraterrestre. Face à un danger commun, Kim Jong-un et Donald Trump prendraient un café ensemble. Parce qu'on aurait peut-être des choses à faire ensemble. Autrement dit, ce qui peut unir des hommes, c'est que nous avons un danger commun, nous avons une peur commune. Donc, ça, c'est un premier mode. Le deuxième mode, c'est un obstacle commun ou une envie commune. Ça, c'est le comte de Monte Cristo. Deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble se retrouvent parce qu'ils ont un obstacle commun, qui est Edmond Dantès. L'un parce qu'il veut lui prendre sa fiancée, l'autre qui veut lui prendre sa place de capitaine en second sur le Pharaon. Et eux deux vont conspirer contre lui, vont faire une coalition d'opportunités. Donc, même deux envieux peuvent réussir à s'unir s'ils trouvent un obstacle commun ou ils ont une envie commune. Une admiration commune, le phénomène du fan. Comment? Commune, mais pas la même. Ah bah, enfin, c'est le même objet, c'est Edmond Dantès, là. Enfin, c'est le même objet, même si c'est pas pour le même... voilà, mais pas la même, effectivement. Commune, mais pas la même, parce que ça peut pas être totalement le même... oui, absolument. C'est le même obstacle. Là, vous voyez, c'est des fans de Michael Jackson. Le phénomène du fan, c'est qu'effectivement, il rencontre quelqu'un qui admire la même personne, on est quasiment amis déjà. Ah, toi aussi, tu aimes Michael Jackson? Ah ouais, moi aussi, et tout, et t'as vu, etc. Et donc, on est déjà quasiment des amis virtuellement, parce qu'on partage une même admiration, un même objet d'admiration, comme ces fans. Et un don commun, et notamment pour ce qui est du religieux, c'est très souvent une même gratitude vis-à-vis d'une même divinité, qui fait que nous sommes frères, nous partageons la même gratitude, la même piété pour le même Dieu. Et donc, ça nous réunit et ça nous fait faire communauté de croyants en l'occurrence. Donc vous voyez, ces quatre dynamiques qui créent la société. Et les quatre peuvent se mêler. Et donc vous avez quatre finalités à vivre ensemble: sécurité, prospérité, excellence et communion, qui sont en fait les mêmes. Alors, je vais... Bon, c'est un peu... Je peux vous montrer... Alors, dans les relations internationales, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça va être des rapports de peur ou des rapports de puissance ou de domination. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'école du réalisme en relations internationales. C'est-à-dire que les rapports entre les nations sont des rapports de force, des rapports de puissance. Donc, c'est tu me crains, donc tu te soumets. Donc, la logique là, elle est la peur. Comme on le voit en ce moment entre Trump, vous avez une escalade de la peur, d'une surenchère, d'une danger qui... Vous avez la dynamique de l'autre. Oui, et qui est une escalade, une surenchère. Mise en scène de l'autre. Mise en scène, c'est-à-dire Souvent les deux sont très liés, celle-là est derrière. Oui, ces deux-là vont souvent ensemble d'ailleurs. Donc sinon vous avez des rapports de rivalité et de commerce, vous avez des rapports d'imitation et d'émulation, vous avez des rapports de générosité et de solidarité. Ça marche aussi, vous voyez, avec perception du voisinage inquiétant, privilégié, on se trouve qu'il a beaucoup de richesses, il a beaucoup de choses, on pourrait peut-être lui prendre quelques trucs. Brillant, on est admiratif de sa culture, de son niveau de civilisation, etc. Ou bienfaisant, il nous fait du bien, ainsi de suite. Donc vous avez des dynamiques, État hégémonique, État vassaux, État marchand, État rivaux, État phare, État écolier. Il y a toujours des États, il y a toujours des nations qui sont des modèles pour les autres et que les autres veulent imiter. En ce moment, c'est les États-Unis. Tout le monde a envie de devenir américain et on est en partie en train de devenir américain. Et il y a des rapports aussi parfois parents-enfants entre des États ou même des États frères. Il y a ce genre de dynamiques qui peuvent se créer au niveau mondial. Vous voyez, donc l'empire, le marché mondial, le concert des nations, la famille des nations. L'idéal, ce serait d'arriver, évidemment, l'ONU essaye d'incarner ça. On parle de communauté internationale. On essaye de créer la famille des nations, mais avec beaucoup de difficultés. Alors vous voyez, idem pour l'immigration, les motivations sont bien liées à la peur
à l'envie, à l'admiration ou à la gratitude. Vous avez des réfugiés politiques, comme on en a beaucoup aujourd'hui, mais vous avez aussi des gens qui viennent ici parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir devenir quelqu'un et revenir au pays en étant un nabab, et ainsi de suite. Vous avez ceux qui viennent pour se perfectionner dans un autre pays et ceux qui reviennent, par exemple, vous voyez, dans tout ce qui est les migrations religieuses, on retourne en terre d'islam parce qu'on est musulman, on veut être bon musulman, on retourne en Israël parce qu'on est bon juif, etc. Vous avez des migrations qui sont liées à la piété, Donc vous voyez, on peut voir la frontière de 4 manières différentes, comme assurant la sécurité. Ici, on est tranquille, là-bas, il y a le danger, il y a une rivière, il y a une montagne qui nous protège, ou comme moyen de rendre exclusif des richesses. Vous savez qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a une course internationale à accroître les zones exclusives d'exploitation du sous-sol marin. Donc tout le monde est en train d'élargir ses frontières pour pouvoir avoir une zone exclusive. Donc c'est vraiment approprié pour exclure les autres. Ça sera à moi, ça ne sera pas à vous. Mais on a besoin aussi d'une frontière pour créer un ordre social, un ordre politique. Et on a besoin d'une frontière pour créer un sentiment d'appartenance et créer une communauté. Voilà, alors, donc, et pour alors... À quoi l'ordre correspond à l'admiration? Parce que l'ordre, c'est un ordre. On admire l'ordre. On admire l'ordre. On a toujours besoin d'un certain ordre. On vit toujours dans un certain ordre. Okay. L'ordre, enfin, toute beauté est une mise en ordre, est un certain ordre qui est admirable. Et alors, la violence, ça veut dire qu'on est violent en légitime défense de la conservation de soi, en défense de l'estime de soi. C'est pour ça que beaucoup de violences viennent de là, c'est que tu m'as mal regardé, tu m'as mal parlé, je me suis senti humilié, je me suis senti offensé, je me sens en légitime attaque. Parce que, et René Girard l'a bien montré dans ses travaux, le violent dit toujours qu'il n'a jamais... Aucun violent ne dit qu'il est à l'origine de la violence. Il met toujours en amont une violence antérieure à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne fait jamais que répondre à une violence précédente. Donc ils se sentent toujours en légitime défense ou en légitime attaque. Mais évidemment, c'est une vue de l'esprit, puisque c'est la dynamique de l'envie qui fait que j'ai l'impression d'avoir été humilié, d'avoir été offensé, d'avoir été mis en position d'infériorité. Et c'est d'ailleurs Paul Rée, l'ami de Friedrich Nietzsche, qui a écrit un bon ouvrage sur la logique des sentiments, qui explique que justement la vengeance, c'est l'incapacité à supporter cet état d'infériorité. Quand vous voulez vous venger, c'est que vous vous sentez... Il faut que vous retrouviez une position de supériorité, il faut que vous retrouviez, il faut que vous rendiez même avec usure, enfin donc avec intérêt, c'est-à-dire plus que ce que vous m'avez tué quelqu'un, je vais vous en tuer 2, il faut que vous m'avez mis une baffe, je vais vous en mettre 2, il faut que je retrouve une position de supériorité, il faut que j'en fasse un peu plus encore, et on est toujours dans la surenchère. Oui, et on a une escalade, une montée aux extrêmes. Et on peut par contre envisager aussi de devenir violent pour défendre l'admiration ou la beauté, défendre quelqu'un qu'on admire, on se sent vite protecteur de quelqu'un qu'on admire ou de quelqu'un pour lequel on a de la gratitude, et là on veut, mais là on est en mode défensif. Alors, je voulais vous parler de Géricault, de Georget, d'Esquirol, j'aurais peut-être pas le temps, mais vous savez que au début du 19e siècle... Tu peux revenir. D'accord. Donc ça c'est un tableau sur l'envie. C'est un tableau sur l'envie que Géricault a peint. Donc vous savez qu'à l'époque, on parlait pas de maladie mentale, on parlait de monomanie et de manie. C'est Esquirol, donc le fondateur de la psychiatrie en France, qui a été le premier à faire voter les lois pour améliorer le sort des gens qui étaient... avant, on enchaînait. Il a commencé à penser qu'on pouvait les guérir. Et donc, c'est le début de la psychiatrie. Et un de ses disciples a demandé à Géricault de peindre 10 démons. Et notamment celui-ci où on voit, ils sont très intéressants, c'est que tout est dans le regard de l'envieuse, de cette vieille dame qu'on a appelée aussi la hyène de la Salpêtrière. C'est le titre de ce tableau, la hyène de la Salpêtrière. Et la bouche aussi, ouais. Et alors, ce qui est intéressant, pour en revenir à ce qui peut vous intéresser, c'est qu'au début de la psychiatrie, Esquirol, donc qui est le père de la psychiatrie en France, a écrit un traité sur les passions. Les passions comme à l'origine des maladies mentales. Et il dit, voyez, il faudrait pénétrer dans les replis du cœur humain pour analyser les passions qui occupent une si grande place dans l'étude de l'aliénation. Et alors, voyez alors ça, cette phrase risque de te plaire à Alessandra, je crois. Donc déjà, c'était son état d'esprit, un esprit très bienveillant
vis-à-vis des patients. Adoucissons leur sort, traitons avec bonté ces malheureux bannis de la société. Par de rudes traitements, ne les effarouchons pas, que des objets riants se montrent sur leur pas. Je pense que cette phrase devrait être des objets riants se montrent sur leur pas. J'ai pensé que ça pouvait être... C'est vrai, c'est vrai. Et, voyez ce qu'il dit. Donc on est au début du 19e siècle. Peu d'auteurs ont étudié les rapports de l'aliénation mentale avec les passions. Toutes les espèces d'aliénation ont leur analogie et pour ainsi dire leur type primitif dans le caractère de chaque passion. Et il dit, non seulement les passions sont la cause commune de l'aliénation, mais elles ont avec cette maladie et ses variétés des rapports de ressemblance bien frappants. Et il donne beaucoup d'exemples cliniques dans cet ouvrage. Celui qui a dit que la fureur est un accès de colère prolongé aurait pu dire avec la même justesse que la manie érotique est l'amour porté à l'excès, la mélancolie religieuse, le zèle ou la crainte de la religion poussée au-delà des bornes, la mélancolie avec penchant au suicide, un accès de désespoir prolongé. Autrement dit, dans son traité, il explique que les maladies mentales sont en fait des dérèglements des passions et ont pour origine les passions. Et au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'écrits, des traités du rôle des passions dans les maladies mentales. Et je pense que là, il y aurait... Là, c'est en référence à Descartes. Ah bah, enfin, Descartes, il n'a pas expliqué, il ne parlait pas encore d'aliénation. Descartes, il a fait un traité des passions, mais... D'accord, mais comment ça traiter de manière normale, c'est-à-dire le fonctionnement entre lui qui était à l'origine de la classification des corps. Oui. Ce rapport. Oui, mais lui c'est un psychiatre qui fourmille qui en fait observe des patients et qui voit qu'en fait c'est des dérèglements de passion en fait leur maladie mentale et que donc l'aliénation n'est en fait qu'une passion déformée ou qui atteint un paroxysme. Donc en fait il voit bien qu'il y a un continuum et cette idée est déjà chez Adler, c'est-à-dire qu'entre le niveau moral et le niveau pathologique il y a un continuum. Nous sommes dans un sentiment d'infériorité, mais il y a le complexe d'infériorité. Donc, c'est bien la même dynamique. Et donc, il faut revenir aux passions. Et moi, c'est ce que je propose par rapport aux différents types de névroses. Il me semble qu'on peut les classer par 4 grands types. Il y a toutes les névroses que j'appellerais phobiques, donc qui sont liées à une expérience traumatique de danger. Les névroses de comparaison qui sont l'apport d'Adler. Les névroses de contrainte qui sont l'apport de Freud, qui sont liées à des contraintes soit verticales pour ce qui est de Freud, soit horizontales pour ce qui est d'Adler, mais qui sont liées en fait à la rencontre d'un obstacle. Et puis vous avez l'apport de Frankl, ce qui s'appelle les névroses existentielles. Et je pense pour l'errance, la déshérence des jeunes, il y a aussi beaucoup d'une névrose existentielle et n'ont pas trouvé le sens à leur vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas, peut-être, ont insuffisamment développé chez eux le sens de l'admiration, de l'émerveillement à des objets qui pourraient trouver un sens dans leur vie et donner un sens à leur vie et une vocation à leur vie. Donc les névroses existentielles de Frankl sont ici. Et ce qui me paraît incroyable, c'est que Frankl, dans un de ses essais, montre bien que à la fois Adler et Freud se sont exclus l'un à l'autre, alors qu'en fait, ils ne font, à mon avis, que mettre en avant un aspect des névroses liées à l'envie, celle de la contrainte pour Freud, celle de la comparaison, donc verticale, horizontale pour Adler, mais les deux ne disent qu'une partie de ce qu'il faut dire des névroses. Et en plus, quand Frankl dit Adler a dit ça, mais non, c'est pas ça les névroses, et Freud a dit ça, et c'est pas ça les névroses, c'est les névroses existentielles, en fait, il a en partie raison, mais il jette le bébé avec l'eau du bain, parce que lui-même ne dit qu'une seule chose. Il ne dit pas, à mon avis, ce qui relève des névroses de l'envie, il ne dit que les carences de perfection, et donc les névroses qui seraient liées à un manque d'admiration. Et puis, j'ajouterais l'hospitalisme de Spitz, c'est-à-dire les névroses d'abandon, les syndromes d'abandon, qui sont des carences de dons, qui sont, à mon avis, aussi un autre type de névrose. Et donc, si vous voulez, voilà, je mettrais en fait Freud Adler là, je mettrais Frankl là, et je mettrais Spitz là. Et donc, en fait, elles auraient toutes, en fait, une source passionnelle. Voilà, merci.